Un village de Provence, un boulanger qui aime sa femme, une femme qui préfère un berger, et tout le village qui se retrouve sans pain. C'est tout, et c'est suffisant pour faire un des plus grands films du cinéma français. Ce film, je dois vous dire, ne devrait pas exister. En 1938, Pagnol a déjà une histoire dans les tiroirs. Une histoire à lui, personnelle, avec un boulanger qui s'appelle Aimable, une servante d'auberge qui devient sa femme, de l'amour, du pain, tout ça. Un beau projet. Et puis un jour, il ouvre Jean le Bleu de Jean Giono, ce roman à mi-chemin entre l'autobiographie et la fable provençale, et il tombe sur une douzaine de pages qui racontent qu'un boulanger de village a arrêté de faire son pain parce que sa femme est partie avec le berger. C'est tout, 12 pages. Et Pagnol referme le livre et il se dit « Voilà mon film ». Mais il y a un autre problème au même moment plus concret. Un de ses projets de studio tombe à l'eau au dernier moment, 600 000 francs d'engagés, une équipe mobilisée, rien à tourner. Son directeur de production lui dit « Il faut faire un film, là, maintenant ». Alors Pagnol prend ses 12 pages de Giono, pose toute sa troupe à Bandol et choisit le village du Castellet comme décor. Petite production à la va-vite, qu'il dira lui-même, c'est son plus grand succès public. Le tournage au Castellet, c'est un moment assez savoureux. Dès le deuxième jour, la quasi-totalité des habitants du village sont massés autour des prises de vue, silencieux, n'osant pas se parler parce que beaucoup ont hérité les rancunes de leurs parents, certaines remontant à 3 générations. Et là, au milieu de tout ça, Pagnol tourne tranquillement dans les ruelles, sur la place, dans le cercle républicain, celui où le boulanger se fait demander, avec toute la délicatesse provençale, « Alors boulanger, tu es cocu ?» Pagnol à ce moment-là est en froid avec Rému, une de leurs brouilles périodiques. Il envisage donc Maupi pour le rôle principal, un acteur de la troupe. Sauf que Maupi lui-même, après avoir lu le scénario, lui dit que c'est un rôle à la Rému et qu'il a de l'or dans les mains. Pagnol hésite encore. C'est alors que Ginette Leclerc, en train de négocier son propre contrat, pose une condition. Elle insiste pour que Rému tienne le rôle, menaçant sinon de refuser de tourner. Pagnol, agacé, lui répond « Vous n'avez qu'à lui téléphoner ». Ce qu'elle fit. Ce qui est une situation assez cocasse, une actrice encore en train de signer impose la tête d'affiche au réalisateur. Sur le tournage, Rému sera exactement ce que tout le monde avait pressenti. Il y a cette scène où le boulanger prend sa cuite, seul, brisé, et essaie de rouler une cigarette, lui qui n'en avait jamais roulé de sa vie. Pagnol raconte « Tout le monde était en admiration, on n'osait plus arrêter la caméra ». Le film sort, c'est un triomphe. Et c'est après avoir vu et revu ce film, un de ses préférés, qu'Orson Welles déclare de Rému qu'il est le plus grand acteur du monde. Pas un grand acteur français, le plus grand du monde. Ce qui n'est pas rien de la part de l'homme qui était en train de tourner Citizen Kane. Et Giono dans tout ça. Giono n'apprécie pas la façon dont Pagnol s'est approprié ces pages. Il intente un procès, réclame le statut de co-scénariste, il perd. Mais Giono n'est pas du genre à en rester là. Il écrira lui-même une adaptation théâtrale de son histoire, en récupérant au passage plusieurs des trouvailles de Pagnol. Ce qui, il faut bien l'admettre, est assez élégant comme vengeance. Voilà le contexte dans lequel ce film a été fait, une production de fortune, une actrice qui impose la tête d'affiche, 12 pages de Giono transformées en monument. Bon film.